Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Tout d'abord, nos excuses pour ces quelques minutes de retard liés à des soucis techniques. Le chef de l'État a quitté ce samedi Dakar à destination de New York. Le président de la République va prendre part à la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le thème porte sur dynamiser les efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, l'action contre le changement climatique et l'inclusion. À l'occasion, le président de la République fera un discours et va prendre part à plusieurs événements en marge de la session. À son départ de Dakar, le chef de l'État a été salué par des membres du gouvernement et d'autres autorités civiles et militaires. Justement, l'un des temps forts du séjour du chef de l'État, Macky Sall, à New York, c'est la question qu'il va prononcer à la plénière à l'Assemblée générale des Nations Unies, compte tenu de son action diplomatique et le grand rôle qu'il joue à travers l'Afrique. Ce discours devrait répondre aux attentes de tout un continent, nous dit Oumar Nyinga. C'est le plus grand rendez-vous qui réunit chaque année les leaders mondiaux sur des sujets qui touchent la marche du monde. Le président Macky Sall n'en sera pas à sa première session. À l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État s'est toujours illustré par des interventions de haute facture. Durant cette 74e session, le président de la République est attendu sur le thème qui traite du renforcement des efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, une éducation de qualité et contre le changement climatique. Compte tenu de son leadership et du grand rôle qu'il joue au titre de sa présidence en exercice du comité d'orientation du NEPAD, son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies va sûrement donner des orientations et positions qui tiennent compte des intérêts du Sénégal et de l'Afrique. Ses participations remarquables aux différents sommets G7, G20 sont déjà édifiantes. Sur le fondement de ce qui précède, la présence du président Macky Sall aux Nations Unies cette année sera forcément d'une grande utilité pour tout un continent. 22 ans après la signature du contrat de design, le projet Mémorial Gorée va enfin entrer dans sa phase active. Le président de la République a reçu hier le designer. L'architecte italien s'engage à réaliser très vite ce projet si cher aux autorités sénégalaises. Le ministre de la Culture salue la place dédiée à son département dans la politique générale du plan Sénégal émergent. L'architecte italien et le ministre de la Culture sont au micro de Oumar Nyinga. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour le projet du Mémorial de Gorée. Et c'est de ça qu'on vient de discuter avec Monsieur le Président, qui nous a confirmé son engagement pour le réaliser. Et c'est une longue histoire qui date d'il y a 22 ans et qui aujourd'hui, finalement, retrouve un acte réel. Ça veut dire que le projet démarre aujourd'hui et qu'il sera prêt au printemps. Et après ça, la construction du mémorial sera prête à démarrer. Il faudra le faire le plus vite possible de ma part, parce qu'aujourd'hui, on a signé un contrat de design pour le projet. Ça sera réalisé en 6 mois, je pense. Ça, c'est le délai. Parce que c'est une équipe très, très articulée qui comprend des ingénieurs, de femmes internationales, pour ce qui concerne la structure et tous les services mécaniques du bâtiment. Mais surtout, il faudra faire attention avec la Fondation pour la sauvegarde de Gorée de faire la mise au point du programme d'exploitation des espaces. Parce que pour nous, ce n'est pas seulement un monument, mais c'est un véritable centre de culture dédié à la traite, à l'étude de la traite. Et ça sera un point d'attraction internationale
dédié au monde entier pour trouver un point de réflexion sur ce grand drame qui s'est passé dans les siècles passés. Vous savez, il y a 2 ou 3 jours, le Times vient de prendre le musée des civilisations noires comme les 7 lieux des 100 lieux du monde à visiter. Je crois que ça, c'est une importance. Aujourd'hui, sur les 250 biennales, aujourd'hui, la biennale de Dakar se situe comme 5e biennale. C'est encore une fois, aujourd'hui, dans la politique culturelle du président de la République, a tout son désir de finir très rapidement ce mémorial de Gorée, ce mémorial qui sera pour les Africains, pour la diaspora africaine et pour tout le monde entier. Je crois qu'encore une fois, on restitue au Sénégal le leader de la culture africaine. Dans l'actualité, le plan Orsec est entré dans sa phase pratique. Conformément aux directives du chef de l'État, le gouverneur de Dakar, à la tête d'une forte délégation, était dans la banlieue de Dakar. Sur place, les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour soulager les populations sinistrées le plus vite possible. Ibrahim Ndong, reportage. Fini le compte à rebours, c'est parti pour la guerre contre les inondations. Le plan Orsec est entré dans sa phase active. Et c'est dans la banlieue que les autorités ont décidé de le rendre opérationnel. Sur le terrain, le dispositif est visible. Il s'agit des opérations de pompage avec des moyens supplémentaires mis à notre disposition par les autorités centrales pour répondre et participer aux efforts qu'exige le déclenchement du plan Orsec. Donc nous avons pu constater que les sapeurs-pompiers ont été renforcés en tuyaux, mais également en matériel de pompage tel que les électropompes et les motopompes. Des moyens importants avec comme seul mot d'ordre soulager les populations sinistrées au plus vite. Les zones les plus touchées constituent la priorité. Les départements de Rufisque et de Pikine sont les départements les plus impactés par cette situation. Et au niveau de ces départements, c'est évidemment les communes de Kermassar, Djakhaï et une partie de la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Donc ce sont là vraiment les communes les plus impactées. Et maintenant, il y a d'autres communes, mais la situation est beaucoup plus préoccupante au niveau de ces communes-ci. Kamibas, nous sommes dans un quartier de Kermassar, une zone basse, point de convergence, zone plus. Derrière ce décor se cache une réalité, l'existence de canalisations. Évidemment, il y a des canalisations qui existent, mais malheureusement qui sont bouchées. Alors, ce qui ne nous permet pas d'utiliser la pleine capacité de nos moyens. Parce que si tous les canaux fonctionnaient, n'étaient pas bouchés, évidemment, au lieu de mettre une semaine, on mettrait peut-être 4 jours. 5 jours pour régler cette situation. Mettre en pratique le mode fast-track pour venir à bout des inondations. Avec la détermination des sapeurs-pompiers, cette image sera bientôt oubliée. Santé, prévention et riposte face aux épidémies. La Banque mondiale a remis 255 motos au ministère de la Santé d'un coût de plus de 500 millions de francs CFA. Ce matériel vise à renforcer les capacités intersectorielles de surveillance et de riposte face aux épidémies en Afrique de l'Ouest. Oumar Diawa. On se croirait sur la ligne de départ d'un Grand Prix moto. Ces machines sont destinées à tout à fait autre chose. Elles ont été acquises dans le cadre du projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Ce projet est un projet régional pour renforcer les capacités des pays en matière de surveillance des maladies et de réponse face aux épidémies. Les risques potentiels d'épidémie ne sont pas négligeables en Afrique de l'Ouest. Des leçons ont été tirées d'événements sanitaires récents. Le projet REDICE a été préparé par le gouvernement du Sénégal avec l'appui de la Banque mondiale au lendemain de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. La gestion de la maladie ne saurait être la seule affaire du ministère de la Santé. Et justement, ce matériel va profiter aussi à d'autres départements. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le ministère de l'Élevage et de la Production animale, le ministère des Forces armées, le ministère de l'Intérieur et aussi
les ministères d'appui. À cette liste s'ajoutent les ministères d'appui tels l'éducation nationale, la femme et les collectivités territoriales. L'objectif affiché est d'assurer une surveillance et une riposte efficace en jugulant les faiblesses des systèmes de santé. Économie sociale et solidaire, 250 millions de francs CFA réservés à la région de Saint-Louis. Le ministre de tutelle a présidé en CRD dans la capitale du Nord avec comme objectif de dégager des priorités. Par la suite, la délégation s'est rendue à Ross Béthio pour voir les réalisations des acteurs déjà financés. Maman Moussagnan. À Ross Béthio, la place est prise a déjà financé un GIE. Ici, la production et la transformation du riz est l'activité principale financée. Ce qui est important, c'est de voir qu'elle s'active autour d'une chaîne de valeur et que l'accompagnement, s'il est bien ciblé, nous pouvons avoir des résultats. 50 millions de francs CFA pour 69 groupements, peut-être 70 groupements. De la même manière qu'elle a accompagné la mise en place d'une rizerie à plus de 135 millions. Vraiment, nous sommes très satisfaits de cette visite. Fiers de voir des femmes aussi engagées dans les activités rizicoles, le ministre de la Microfinance et de l'Économie solidaire a également annoncé que 50 millions seront mis à la disposition des populations de la zone. Comment faire en sorte que toutes les populations, ou en tout cas une majeure partie des communes d'un département, puissent être impactées par ce projet-là? Je pense que nous avons déjà eu une réponse avec des femmes braves que nous avons trouvées à Ross Béthio, qui s'activent beaucoup dans la culture de riz, mais dans l'élevage et la pêche, et qui attendent des financements ciblés, mais surtout un accompagnement technique. 250 millions, c'est la somme réservée à Saint-Louis. Zahra Yantiam y a présidé un CRD d'information sur la plateforme. Nous avons pris aussi bien pour le département de Podor, de Dagana et de Saint-Louis, où nous avons identifié 16 SFD isolés. Nous leur allouons une enveloppe de 250 millions pour toucher les cibles au niveau le plus décentralisé. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, comme je l'ai indiqué, c'est le niveau de la ligne PME. Saint-Louis est la 8e étape de la tournée de vulgarisation et de partage avec les acteurs sur cette plateforme, fruit de la coopération entre le Sénégal et l'Italie. Et puis cet atelier régional de validation et de mise en œuvre du corridor africain d'énergie propre. L'initiative de ce niveau régional vise à sécuriser le développement accéléré du potentiel énergétique de l'Afrique. Radikan Diallo. Avec une population de plus de 300 millions d'habitants et une croissance économique rapide au cours de la dernière décennie, les besoins énergétiques de l'Afrique de l'Ouest augmentent rapidement. Pour faire face à cette situation, en juillet 2013, l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a adopté la politique de la CEDEAO en matière d'énergie renouvelable. Le projet vise à porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique global de la région à 35% en 2020 et 48% en 2030. Nous le savons très bien, le potentiel est important, aussi bien au niveau du solaire, de l'éolien, un peu moins, mais de l'hydroélectricité aussi. Nous avons un potentiel très important et nous avons justement besoin de cet outil pour que ce potentiel soit développé. Ce potentiel est aujourd'hui faiblement exploité et nous pensons que de telles initiatives permettraient justement de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir atteindre des objectifs très importants d'ici quelques années. L'initiative du corridor ouest africain d'énergie propre va permettre d'accroître la part de l'électricité renouvelable dans les réseaux électriques, créer et élargir les marchés régionaux de l'énergie. Le Sénégal, conscient du défi énergétique, a pris très tôt les devants. C'est ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables, plusieurs projets ont été réalisés. Très tôt, notre pays a compris l'importance des énergies renouvelables dans le développement de son mix énergétique. Dans cette perspective, il a été mis en place une stratégie adossée à un cadre réglementaire attractif pour le déploiement progressif des énergies renouvelables avec un objectif de taux de pénétration de 30% de puissance installée d'ici la fin de l'année 2019, dépassant le taux actuel de 22%. En effet, des résultats importants ont été notés dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque, avec la mise en service et le raccordement au réseau électrique national d'une capacité de 150 MW, plaçant ainsi notre pays comme leader dans ce domaine en Afrique de l'Ouest. Pendant ces 3 jours, les participants vont échanger et valider les documents de stratégie en présence de consultants,
Le corridor d'énergie propre va permettre de sécuriser le développement accéléré du potentiel des énergies. En prélude à l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan, toutes les dispositions ont été prises par la RTS pour une bonne couverture de l'événement. Le directeur général a rencontré le comité d'organisation. Compte rendu à Salusek. C'est une forte délégation de la direction générale de la RTS qui s'est rendue à la grande mosquée Massalikul Jinan. Sur place, le directeur général et ses collaborateurs ont été reçus par le représentant du Khalife général des Mourides à Dakar. Au cours de cet entretien, Racine Talla est largement revenu sur les dispositions prises pour la couverture. Nous sommes là, c'est pour partager avec lui, à qui le Khalife général a confié vraiment la préparation, la construction, disons l'édification de cette mosquée jusqu'à l'inauguration. Nous sommes venus discuter avec lui au nom de l'État du Sénégal en tant que service public sur instruction des plus hautes autorités de l'État. Comment faire pour réussir la meilleure couverture télévisuelle, pour partager avec toutes les 14 régions du Sénégal, pour partager avec tous les pays d'Afrique, pour partager avec tous les continents, parce que par la grâce de Dieu et grâce aux autorités aussi de ce pays, notre signal va partout. Le représentant du Khalife général s'est réjoui de cette visite. Mbakiou Faye a salué le professionnalisme de la RTS qui a participé à l'édification de l'infrastructure à travers les différents reportages réalisés par la télévision. Il a également magnifié la disponibilité de son directeur général. Selon lui, Racine Talla a toujours œuvré pour la vulgarisation de l'œuvre de Serigne Touba, et ceci bien avant son avènement à la tête de la RTS. Et il se dit satisfait de l'engagement de la RTS à accompagner encore la communauté mouride dans ses activités. Si vous venez en tant que directeur général pour apporter votre soutien et faire en sorte que la transmission soit l'une des transmissions les plus réussies et les plus belles, nous ne pouvons que vous remercier et marquer notre pleine satisfaction et prier Dieu pour que tout ce que vous entreprenez, pour mettre cette entreprise devant, que Dieu vous donne et la force et que vous réussissiez dans cette mission. Le directeur général a profité de cette rencontre pour visiter l'infrastructure, une belle architecture réalisée au profit de toute la Oumma islamique. Massalikul Jinan nous donne l'occasion déjà d'exprimer notre fierté en tant que Sénégalais, parce que c'est une architecture inédite qui va désormais classer le Sénégal parmi les pays qui possèdent les mosquées les mieux faites, les mieux bâties, les plus agréables à visiter. Tout cela, nous le devons à Serigne Touba Khadimul Rassoul. Ici, toutes les dispositions ont été prises. Sur le plan audiovisuel, une régie y est installée. Et le directeur général, en présence de ses collaborateurs, a échangé avec les responsables sur les dispositions à prendre pour une bonne couverture de l'événement. Pour rester sur cette actualité, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Ahmadou Mbakiou Faye, représentant du Khalife général des Mourides, mais également président du comité de pilotage de la grande mosquée Massalikul Jinan. Bonsoir M. Faye. Bonsoir Madame Barry. Alors, on parle déjà de couverture de l'événement. Est-ce que tout est fin prêt déjà pour l'inauguration de cette grande mosquée Massalikul Jinan? Oui, disons que nous nous y attelions pour effectivement terminer tout ce que nous devions faire pour accueillir et le Khalife général des Mourides et l'ensemble des fidèles qui vont venir certainement prier le 25 septembre, c'est-à-dire le vendredi prochain. Mais les travaux en tant que tels, vous savez, les travaux sont pratiquement, quasiment terminés dans l'enceinte de la mosquée. Et les préparatifs pour cette semaine, qui est une semaine culturelle, qui débute avec l'arrivée du marabout du 27 du 22 jusqu'au 27,
on peut dire qu'à peu près tout est fin prêt. Justement, le marabout, le khalife général, est attendu demain à Dakar. Dans quel état d'esprit vous comptez l'accueillir dans la capitale? Enfin, je ne vais pas dire dans un état d'esprit féerique, mais c'est comme, parce que là, c'est en quelque sorte une fête. Une fête qui va en quelque sorte commémorer les souvenirs que nous avons et qui ont guidé à aujourd'hui construire cet édifice pour l'hommage que nous devons rendre tous, c'est-à-dire tous nous les musulmans, et particulièrement les mourides à Cheikh Ahmadou Bamba, qui sur le chemin de son exil vers le Gabon a passé des nuits ici, à Dakar, des nuits dont il se souvient tout le temps, même dans ses écrits. Et nous voulons créer en quelque sorte une ambiance qui fera oublier tout ce que les musulmans, d'une manière générale, ont eu à souffrir durant cette période ici à Dakar. Donc l'ambiance en quelque sorte, je pense qu'il faut aller sur place. Tous les musulmans, d'une manière générale, toute la communauté musulmane et particulièrement toute la communauté mouride, vraiment est dans une disposition aujourd'hui d'accueillir triomphalement Cheikh Mouhamadoul Mountakha qui doit arriver demain matin. À quelle heure justement? À quelle heure effectivement? Je pense que ça serait en fin de matinée. Mais je ne pourrais pas peut-être dire 9h ou 10h ou 11h, mais ça serait en fin de matinée. Vous savez, nous l'attendons et dès qu'il arrivera à Dakar, je pense que nous serons sur un point fixe pour l'accueillir parce qu'il va sortir de l'autoroute. L'itinéraire justement, oui, pour qu'il puisse communier avec les fidèles. Il va déjà passer par l'autoroute et il sortira par les Sangeurs de Han et va tout de suite prendre la route du front de terre et l'avenue Bourguiba pour certainement déboucher sur l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba, qui est au carrefour de la cité Castor, entre Castor et Dieuppeul. Et c'est là-bas maintenant qu'il y aura une procession et un accueil populaire vraiment qui va l'accompagner jusqu'à la mosquée Massalikul Jinan. Et comment comptez-vous organiser toutes ces personnes qui seront de l'accueil? On imagine une foule immense qui sera demain de la partie. Vous savez, on ne peut pas prévoir, mais ça serait un accueil spontané. Vous savez, tous les musulmans ont envie de le voir. Toute la population de Dakar est en communion en ce moment. Et je pense que malgré tout, on aura par exemple un accueil bien organisé et que vraiment les gens seront tout au long du parcours. Et je pense que dans une ambiance quand même assez même ordonnée et certainement avec des chants religieux et tout ce qui suit pour accueillir un personnage de son rang. Et d'ici à vendredi, est-ce qu'il y aura d'autres événements qui seront prévus? Effectivement, il y a beaucoup de programmes. Il y a un programme qui sera quand même durant toute cette semaine que je citais tout à l'heure, cette semaine culturelle, qui va débuter avec l'arrivée. Mais l'arrivée, le marabout va arriver, va faire une procession jusqu'à Massalikul Jinan et après Massalikul Jinan va directement vers sa résidence qui est à Koloban. Parce que vous savez, il y a une résidence Cheikh Ahmadou Bamba à Koloban qui sera sa résidence officielle durant tout son séjour à Dakar. Et c'est de là-bas certainement aussi qu'il quittera pour venir visiter Massalikul Jinan et pour venir aussi présider la prière le vendredi avec ses hôtes. Mais déjà le lundi, nous avons déjà des parrains durant toutes ces journées. Parce que la première journée, le lundi 23, est parrainé par le feu khalife général Cheikh Saliou Mbacké, qui fut le dernier des fils de Cheikh Ahmadou Bamba et qui était l'initiateur de ce projet, qui avait initié ce projet de son vivant et qui l'a transmis à son fils, qui fut le premier khalife petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Moulamine Bara, et ainsi de suite jusqu'à Seigne Mountakha. Donc cette journée est parrainée par Serigne Saliou. Et donc il y aura des manifestations, des conférences, des débats, il y aura un panel
Et aussi, durant toute la soirée, nous ferons ce qu'on appelle la veillée religieuse, c'est-à-dire ponctuée de chants, de chassaïd et de lecture de Coran. Maintenant, le mardi est dédié à la mère de la Sainte Mère Mariama Bousso, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, qui est en fait une journée même dédiée à l'ensemble des femmes musulmanes du monde, et particulièrement du Sénégal, qui aussi sera organisée comme la journée du lundi, avec des conférences, des thèmes, avec les familles et presque avec l'ensemble des mêmes petites filles ou arrière-petites filles de Mame Diarra Bousso qui seront toutes présentes avec les femmes des Dakaroises, les musulmanes, les mourides. Et dans l'après-midi aussi, nous aurons le même programme. Mais cette journée est dédiée et parrainée aussi par le Kourel, c'est-à-dire on a ici un Kourel qui s'appelle Kourelu Nyari Goudin Dakaru, les 2 nuits passées par Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est ça, ce Kourel-là, qui va en quelque sorte parrainer toute cette journée. Et après, nous aurons la journée du mercredi. La journée du mercredi qui sera la journée c'est le 22, le 23. Et cette journée est dédiée à Serigne Mohamedou Lamine Bara Falilou, qui est aussi le 6e calife des Mourides et qui est le 2e petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba à diriger la communauté mouride. Le lendemain, jeudi, ça va être une autre journée qui est dédiée à Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké, qui est le dernier petit-fils khalife de la confrérie des Mourides. Et vendredi, l'inauguration. Et vendredi, ça sera l'inauguration. Les invités qui sont attendus, parce que vous avez invité toutes les familles religieuses du Sénégal. Il y a des invités de marque, il y a toutes les familles religieuses. Il y a le chef de l'État, le président de la République, qui va inviter, qui aura des invités de marque qui seront là. Il y a aussi le khalife général des Mourides qui va inviter aussi ses homologues khalifes et de toutes les confréries en quelque sorte du Sénégal. Sans compter en quelque sorte toute la communauté islamique et musulmane sera invitée. Nous aurons des invités aussi de marque qui viendront de la sous-région, qui viendront aussi des autres pays qui nous entourent. Donc en quelque sorte, ça sera pratiquement une journée qui sera consacrée à l'ouverture de la mosquée, à la prière du vendredi et la veille, nous ferons une grande veillée religieuse. Et la RTS sera, comme d'habitude, au cœur de cet événement. Vous avez justement signé une convention avec la chaîne RTS, la télévision publique. Et quels sont les termes de cette convention? Enfin, les termes, vous savez, la RTS est une télévision qui donne un service public. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand la délégation dirigée par le directeur général de la RTS, la RTS nous a toujours suivis. Depuis le début des travaux, la RTS a envoyé une équipe quasiment permanente sur place et qui a suivi tout le processus de construction de la grande mosquée et qui a fait des reportages tout au long de la construction de la mosquée. Donc, c'est une convention naturelle que nous avons parce que la RTS a toujours été en bon terme avec toute la communauté mouride, toute la communauté musulmane. Donc là, vraiment, je pense que la RTS a tout fait et qu'aujourd'hui, nous sommes des partenaires et des partenaires privilégiés. Donc, comme je l'ai dit tantôt, lorsque le directeur était venu avec la délégation de la RTS, je pense que c'est un mariage de raison et de cœur que nous avons avec la RTS. Merci beaucoup, Monsieur Ahmadou Mbacké Youfaï, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mais nous allons rester toujours sur cet événement, en prélude justement à l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan. Vous l'avez évoqué tantôt, la résidence Cœur Serigne Touba Cissa Koloban, qui va accueillir le khalife général des Mourides et ses hôtes, a été complètement rénovée. L'homme d'affaires Mbaye Gueye, qui a financé la réhabilitation, s'est rendu à Touba pour remettre les clés au khalife général. Sek nous en parle. Elle se dresse majestueusement au cœur de Koloban, en face de la gendarmerie. La maison attire tous les regards en ce qu'elle est joliment refaite
par l'homme d'affaires Mbaye Gueye. La maison est complètement rénovée. Elle est très belle maintenant. Le bâtiment est reconstruit. Les portes ont été changées. En plus de tout ça, la maison est équipée maintenant. Elle est joliment refaite. Nous avons l'impression que c'est une nouvelle construction. Kër Serigne Touba est un véritable chef-d'œuvre. On y voit au rez-de-chaussée l'appartement du khalife général situé juste à côté du salon VIP. La grande salle de réception des disciples est entièrement équipée d'un système de climatisation haut de gamme et d'une garniture de dernière génération. Ici, la mosquée scintille sous tous les angles du fait de son architecture qui parle d'elle-même. À l'étage, le grand salon donne à la maison une dimension de palais et permet ainsi de répondre à sa véritable vocation de lieu de recueillement et de retraite pour le khalife. C'est le lieu de prière et de recueillement, une maison ouverte à tout le monde. C'est pourquoi nous l'appelons Kër Serigne Touba. Tous les musulmans peuvent y accéder. Les appartements sont occupés par des gens qui viennent à Dakar pour travailler et qui n'ont pas de logement. En général, c'est là que vont être accueillis le khalife et ses hôtes pour les besoins de l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan. En attendant de recevoir le khalife, le promoteur est allé remettre les clés à Serigne Mountakha Mbacké. Le saint homme a magnifié le geste et des prières ont été formulées à l'endroit de la délégation. Dans l'actualité du jour, la journée mondiale du nettoiement a été célébrée ce 21 septembre. Les opérations se sont déroulées sur le tracé du projet de dépollution de la baie de Hann, à savoir Hann, Thiaroye-sur-Mer et Mbao, en présence des partenaires financiers des différents maires, du directeur général de l'ONAS, Awa Ndiaye. La journée mondiale du nettoiement est très spéciale pour l'ONAS. Les partenaires techniques et financiers, l'État du Sénégal, l'Agence française de développement, la coopération hollandaise se sont mobilisés sur le site le plus impacté par la dépollution de la baie de Hann. On en fait une priorité sur les instructions de son Excellence le Président Macky Sall. Et ce projet, on va le démarrer. Et ce n'est pas seulement un projet de dépollution, mais c'est également un projet qui impacte 500 000 personnes, des communes de Hann, Bel-Air, de Mbao et de Thiaroye. Et je pense que la chose la plus importante, c'est que cette journée soit ce que les Anglais appellent une journée de kick-off, un démarrage des travaux de dépollution de la baie de Hann. L'État du Sénégal a des procédures qu'on est obligé de respecter, qui peuvent entraîner des lenteurs, mais nous avons fait le choix d'avoir ces procédures. Mais ce projet, il tient particulièrement à cœur à son Excellence le Président Macky Sall, qui a mis en avant l'amélioration des conditions de vie des populations dans son système de gouvernance. Et ce projet, nous allons le faire. Le projet de dépollution de la baie de Hann connaît une avancée considérable. Il y a 10 ans de cela, ce projet était à 33 milliards. Aujourd'hui, il est monté à 120 milliards, sans compter les études complémentaires. D'autres inscriptions assez conséquentes qui se sont inscrits au projet. C'est pour vous dire que ce n'est pas un projet qui peut aller très vite, mais également c'est un projet aujourd'hui qui impacte sur l'avenir de la région de Dakar. La journée mondiale du nettoiement a permis de montrer la forte volonté de l'État du Sénégal, des maires, des partenaires techniques et financiers. En marge de la pollution industrielle, il y a les rejets de la mer. Hann, Bel-Air, Thiaroye et Mbao sont concernés. Le Sénégal endeuillé avec la disparition de Samba Diabaré Samb. La levée du corps de l'artiste a eu lieu à la mosquée des HLM 6. Parents, proches et autorités ont salué la mémoire de l'artiste. Fantabachi. 14 heures à la mosquée des HLM 6, à quelques encablures de la maison mortuaire. Le lieu de culte est rempli de parents, d'amis et de proches du défunt venus prier pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Quand le président a appris ce décès, il nous a demandé rapidement de venir auprès de la famille, présenter à sa famille et à tout le Sénégal, à tout le monde des arts, nos condoléances, les condoléances de la République, les condoléances du président de la République à toute sa famille au monde là. Natif du Djolof, Samba Diabaré Samb était une valeur sûre de l'histoire du pays, notamment de son terroir. On ne peut pas être un chercheur traditionnaliste
sans pour autant se référer aux enseignements de Samba Diabaté. Il était le dépositaire de l'histoire réelle du Jolof. Et il avait cette générosité de le transmettre aux plus jeunes générations. On a perdu un digne fils du Sénégal, mais quelqu'un de digne. On a perdu un monument qui nous a toujours inspirés, qui nous a toujours permis d'aller de l'avant. Quelqu'un aussi qui était un musicien, un poète, un historien et un chanteur. Avec sa disparition, c'est un pan du patrimoine culturel sénégalais qui s'effondre. Mais de son vivant, Samba Diabaré Samba a eu le temps de laisser un riche héritage à la postérité. C'est une bibliothèque. C'est pas pour rien que l'UNESCO lui a décerné il y a plus de 20 ans le titre de patrimoine universel vivant. Il a laissé un héritage. Tant que Massamba Gueye vivra, tant que moi-même je vivrai et beaucoup d'autres comme nous, jamais son histoire ne pâlira. Maître du Khalam, Samba Diabaré savait transporter son éditoire par ses notes. La corde de son instrument s'est cassée, mais son œuvre est aujourd'hui préservée par les acteurs culturels qui l'a beaucoup inspiré. Pour ce qui est du domaine artistique, le legs sera bien préservé, autant dans la transmission des légendes que dans l'instrument. Samba Diabaré a suffisamment donné, il a suffisamment partagé. Aujourd'hui, il meurt, mais il meurt dans une éternité. Il ne sera jamais oublié parce qu'il est dans le panthéon de nos cœurs. À travers sa musique, il transmettait un message fédérateur. Un message fédérateur pour le Sénégal parce qu'il donnait des messages sur le Kayor, le Jolof, le Walo, le Sine, le Saloum et les langues nationales aussi. Le père des artistes, comme l'appelait Feu Ndiagambey, sera inhumé à Tiwawan. Les disciples Tidjane psalmodiaient la Salatul Fatihi au fervent talibé qu'il était pour l'accompagner à sa dernière demeure. Paix à son âme. 300 millions de critiques. Le premier grand magazine culturel francophone s'invite à Dakar. En collaboration avec la RTS, TV5 a tourné 3 numéros de cette émission. Cette production réalisée au Musée des civilisations noires a revisité l'actualité culturelle francophone. Notre reporter Philomène Constance Diagne nous invite dans les coulisses du tournage. De gros moyens pour une grosse production. 300 millions de critiques, la prestigieuse émission culturelle francophone sur TV5 Monde visite le musée des civilisations noires. La RTS l'a souhaité. Donc j'en suis très heureux. Les séquences que j'ai vues sont très agréables. Le personnel que j'ai reçu aussi bien de la RTS que de TV5 est un personnel très convivial. Et je pense que c'est le rôle du musée d'être dans l'actualité. Il faut que les gens cessent de penser les musées comme des antiquités. 3 numéros enregistrés en moins de 10 heures après 1 mois de préparation. Des invités de marque de la culture sénégalaise pour parler actualité dans le secteur. Que cette émission a été tournée ici, c'était absolument, comme je dis, ça tombe pratiquement sous l'évidence que c'était l'endroit qu'il fallait choisir. Et voilà, je pense que déjà la vue qu'ils auront, très partielle d'ailleurs, de ce qu'est cet endroit, va absolument œuvrer pour sa promotion. Ce cadre-là est magnifique. Le musée des civilisations noires, c'est une référence aujourd'hui dans les musées, les grands musées du continent, car c'est le premier qui accueille justement, qui prouve que l'Afrique est en mesure d'exposer et d'accueillir les œuvres qui lui seront restituées. Et je tiens particulièrement à remercier le président de la République, grâce à qui cette opération a été rendue possible. Pour ces enregistrements, les équipes techniques de la RTS ont encore démontré leur professionnalisme. Avec du matériel de dernière génération, la coproduction a été une réussite. On a l'habitude de tourner dans des musées, à la Fondation Vuitton à Paris, dans des grands musées un petit peu partout dans le monde. Mais franchement, honnêtement, ici, cet endroit est impressionnant. Et donc, voilà, grâce à Denise Epoté, qui par ailleurs dirige également TV5 Afrique,
nous avons pu entamer cette collaboration avec la RTS qui s'est formidablement bien passée. Donc voilà, il était prévu que les équipes de la RTS nous accompagnent tout au long de cette aventure et je dois dire que franchement, honnêtement, j'aimerais bien vous ramener tous avec moi. On est dans notre rôle de service public. Et c'est pour cela qu'on n'a pas eu de toute façon besoin de chercher ailleurs. On a eu tout près cette merveille-là et on est venu. Je pense que ça a été un plaisir des yeux de travailler dans ce musée-là. Et donc, nous avons entamé ce travail-là depuis très longtemps, plus d'1 mois, à préparer nos équipes et à faire des répétitions, etc. pour arriver, je pense, à ce résultat-là qui aujourd'hui est satisfaisant aussi bien pour TV5 que pour la RTS. Dans une ambiance bon enfant, les agents de TV5 et de la RTS ainsi que ceux du musée ont assuré le travail. La diffusion est attendue prochainement sur les antennes de TV5 Monde. Mais en attendant, l'heure est à la collation après un travail bien réussi. Et puis cette saisie de plus de 2 tonnes de drogue chez de faux médicaments d'une valeur d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA. L'opération a été menée par la subdivision de la douane de Fatick. Les produits ont été incinérés par la suite, occasion aussi de réitérer la sensibilisation sur ce fléau. Claire Diop. Encore une performance de la subdivision des douanes de Fatick, une importante quantité de stupéfiants et de faux médicaments saisis. Les opérations ont été réalisées en un temps record. Le tout a été incinéré devant l'exécutif régional. Le chanvre indien, le poids total est de 2 tonnes 519 et les médicaments sont d'une valeur de 1 milliard 68 millions environ. Donc ces saisies concernent les réalisations de la subdivision des douanes de Fatick dans le 2e semestre et le 3e semestre de l'année 2019, c'est-à-dire entre mars et septembre. Donc, c'est des saisies qui ont été opérées par les 5 brigades de la région, de la subdivision régionale de Fatick. Donc, les modus sont différents, ce qui prouve encore une fois que la fraude est ici. Elle gagne toujours en fugacité et en perspicacité. D'où l'intérêt quand même pour nous et toutes les forces de défense et de sécurité d'être toujours en état d'alerte et de veille. En ce qui concerne les faux médicaments, l'alerte est lancée aux populations pour plus de vigilance car il y va de leur santé. Un médicament, ça suit un processus. Il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Donc, un patient doit pouvoir aller chez un spécialiste qui lui prescrit un médicament qu'il doit acheter au niveau des points de prestation sanitaire. Parce qu'au niveau de la PNA, nous avons un service assurance qualité qui veille à la qualité des médicaments. Donc tout ceci pour concourir vraiment à la santé de la population. Le gouverneur de la région de Fatick a présidé l'activité. L'autorité de magnifier le travail abattu par les soldats de l'économie sur le terrain. Ça traduit une forte volonté des autorités étatiques, mais aussi un fort engagement des agents de la subdivision régionale des douanes de Fatick. Ça montre quand même qu'il y a des agents qui sont engagés sur le terrain et qui font un excellent travail qui a abouti à ce résultat d'aujourd'hui. Fatick, une zone carrefour en passe de devenir une plaque tournante du trafic illicite. L'accroissement du phénomène est favorisé par la combinaison de plusieurs facteurs, notamment sa position frontalière. Conscient des enjeux, les forces de défense et de sécurité appellent les populations à plus de collaboration pour barrer la route aux délinquants et mettre fin au trafic. Sport au football, deuxième tour des éliminatoires du CHAN 2020. Les Lions locaux ont battu les Guinéens sur la marque d'1-0. C'était cet après-midi au stade Lat Dior de Thiès. Le résumé est signé à François Sec. La dernière ligne droite en direction du CHAN Cameroun 2020 s'annonçait difficile, surtout pour les Lions qui avaient une revanche à prendre face au Sili national de Guinée. Au football, il y a plus de défenseurs. Je pense que une première période mitigée, les Lions déroulent sans convaincre et se heurtent au mur défensif guinéen bien en place. Même si, à la 44e minute, Khadim Diaw tente une frappe lointaine qui ne donne rien. À la mi-temps, 0 but partout. Comme on dit, Shérif Bayo. Deuxième période très physique, les assauts et les fautes se multiplient de part et d'autre. Le Guinéen Ibrahima Silla est averti.
Serigne Saliou Dia opère des changements, un coaching gagnant qui a fini par porter ses fruits. À la 86e minute, Hassan Bouch, d'une belle frappe, crucifie le gardien guinéen Moussa Camara, un exploit individuel salué par les nombreux supporters du stade Lat Dior. Il est en train de dire qu'il s'était un peu perdu dans cette seconde période. C'est le moment qu'il a, c'est le bon moment. Et là, on revoit. Il s'ouvre, il profite de l'appel de Youssouf Badji. Au finish, 1-0 pour les poulains de Serigne Saliou Dia. Le gardien est archi battu. Avec ce résultat positif, les Lions locaux vont aborder sereinement le tournoi de l'UFOA, un test grandeur nature en vue de la phase retour du deuxième tour des éliminatoires du CHAN. La Guinée va accueillir le Sénégal dans un mois. Victoire de l'équipe nationale locale du Sénégal. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur la RTS1.